Et c'est l'heure à présent, et comme chaque jour, du focus direction le Nigeria. Le pays fait face à une grave crise énergétique. L'effondrement des cours du pétrole a grandement affaibli la première économie africaine, fortement dépendante de l'or noir. Dans le même temps, la production domestique d'électricité n'a jamais été aussi basse en 30 ans. Moins de la moitié de la population a aujourd'hui accès à cette électricité. Notre correspondant Moïse Gomis a mené l'enquête pour comprendre les raisons de cette impasse. Reportage. Trouver des parades aux coupures intempestives d'électricité, c'est un défi quotidien au Nigeria. Dans cette entreprise de Port Harcourt, dans l'état de Rivers, pas question de baisser les bras. Les 15 salariés se relaient en permanence. Les corps qui leur sont confiés doivent être bien conservés. Nous n'avons pas assez d'électricité pour alimenter tous nos équipements, notamment la grande chambre froide. Donc ça affecte gravement notre activité et nos marges d'opération. On est obligé de se limiter, de couper les machines et de recourir à des embaumements à sec. La seule solution pour ne pas mettre la clé sous la porte. Muhammadu Buhari, le nouveau président, se s'est attendu sur les problèmes d'électricité. Le Nigeria produit moins du quart de ses besoins. Selon les estimations, très loin des 12 000 mégawatts consommés par heure pour une population de près de 173 millions d'habitants. Nous arrivons à peine à produire 3 000 mégawatts par heure. C'est bien moins que la production d'un territoire comme le Texas, pourtant beaucoup moins peuplé. Il est urgent que nous augmentions les capacités de production électrique de notre pays. La première économie africaine souffre de carences électriques. La dérégulation d'une partie du secteur en 2013 était censée améliorer les choses. L'entrée en jeu des entreprises privées comme Schneider Electric n'a pas pu masquer les problèmes d'infrastructure et le manque chronique d'investissement. Certains équipements encore en opération au Nigeria ne sont plus du tout fabriqués. Il n'y a plus de pièces de rechange. Lorsqu'il y a des pannes, les réparations peuvent prendre des semaines, parfois des années. Certaines infrastructures sont laissées à l'abandon. Ce sont alors des secteurs entiers qui se retrouvent privés d'électricité pour de très longues périodes. Néanmoins, dans certaines parties du Nigeria, le courant est en continu, comme dans ce village dans la périphérie de la capitale, Abuja. Ici, même la nuit, les commerçants font leurs affaires, sans coupure. Avec le gros soutien de fonds privés, l'État fédéral a doté chaque bâtiment d'un panneau solaire et d'une batterie rechargeable. À Durimi, la vie a changé depuis que l'électricité est gratuite et permanente. Les panneaux nous fournissent en électricité 24 heures sur 24. Ça ne coupe jamais. Les gens n'ont pas peur de venir ici pour accoucher, même au milieu de la nuit. Et ça rend notre travail bien plus facile. Dans un pays où le pétrole est roi, difficile de changer les habitudes. Pour combler ces lacunes, le Nigeria tente de promouvoir la chasse au gaspillage énergétique. Les usines et équipements que nous utilisons sont très gourmands en électricité. Alors si on arrivait à réduire ces pertes énergétiques, ce serait autant d'électricité qu'on pourrait redistribuer aux habitants. Un discours inaudible pour l'instant au Nigeria, où la population dépense par semaine 10,7 millions d'euros pour autoproduire son électricité. Un marché juteux pour les importateurs des générateurs. Ceux qui importent et vendent des générateurs n'ont pas du tout intérêt à voir le réseau électrique nigérian se moderniser. Ils profitent de cette situation car l'importation de groupes électrogènes est très lucrative. Le gouvernement doit dire stop. Le Nigeria est à un tournant. Sa population devrait dépasser les 250 millions d'ici à 2050, avec des besoins en électricité gigantesques. La récente pénurie de carburant a paralysé tous les secteurs économiques et accentué en ricochet les insuffisances électriques. C'est pourquoi le Nigeria doit revoir en profondeur son modèle énergétique s'il veut assurer son futur de nation émergente. Et pour revenir sur ce dossier, nous sommes en direct avec notre invité Imad Mesdoua. Bonjour, vous êtes analyste politique. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous intervenez depuis Londres. Comment expliquer tout d'abord cette crise énergétique ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette crise-là. Je dirais d'abord il y a un problème de mauvaise gestion. Beaucoup de corruption à travers les différentes structures étatiques qui s'occupent de ce domaine-là. Il y a aussi un problème d'infrastructure. C'est un pays qui, malgré les dépenses publiques dans ce secteur-là, presque 20 milliards de dollars qui ont été dépensés depuis 1999, malgré ces dépenses-là, c'est un pays qui, dans les 23 centrales électriques, il n'y a que quelques-unes, je dirais 5, qui fonctionnent. C'est un pays aussi où
les différentes agences ne se mettent pas d'accord, les différentes institutions ne se mettent pas d'accord sur les politiques à mettre en place. Et puis, il y a aussi un problème d'un point de vue énergétique, je dirais, le problème d'approvisionnement de gaz et puis je dirais les stations de raffinage aussi qui ne fonctionnent pas. Donc c'est tout un problème de restructuration. Il y a un véritable besoin de restructurer ce domaine-là, mais je dirais c'est surtout la mauvaise gestion et le manque d'infrastructures malgré des dépenses énormes. Mais pourquoi est-ce que cela touche en particulier aujourd'hui l'électricité ? Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Comme je vous ai déjà expliqué, il y a un problème pour les centrales électriques. Actuellement, il y a 18 des 23 centrales électriques du pays ne fonctionnent pas. Et cela est dû d'abord à un problème d'approvisionnement de gaz, mais aussi à un problème de stockage d'eau pour les centrales hydroélectriques. Donc, c'est un problème d'organisation en fait. Les stations existent. Mais il y a un manque d'approvisionnement d'abord. Ensuite, il n'a pas toujours été clair, le système de privatisation qui a été voulu par le gouvernement n'a pas été transparent. Il y a eu beaucoup de corruption et beaucoup de contrats qui n'ont pas été accomplis convenablement. Et cela a mené à toute une confusion. Il faut rajouter à cela la corruption qui existe, des lobbies dans différents domaines qui poussent à ce qu'il y ait ce genre de problème-là dans le domaine énergétique. Qu'est-ce que vous voulez dire que les régulations du secteur, on l'a vu dans le reportage, qui ont eu lieu en 2013, elles n'ont rien donné ? Non, je pense qu'il y avait une volonté réelle de réformer ce domaine-là, ce secteur-là, mais à cause des problèmes des institutions, il y a des problèmes de gestion. Il y a beaucoup de mauvaise gouvernance et énormément de corruption, mais aussi un manque de capacité aussi. Tous ces problèmes-là ont influé sur le fait qu'il n'y ait pas eu de progrès réel. Il y a beaucoup de contrats ou de projets qui avaient été initiés et qui ont été abandonnés en cours de route. Et nous nous retrouvons actuellement, le président Buhari se retrouve devant ce défi-là, qui est celui de restructurer ce système, de revoir les contrats et puis d'essayer d'appliquer de nouvelles mesures de réforme. Alors justement, le nouveau président a bien inscrit cette thématique, cet enjeu dans sa campagne. Qu'est-ce qu'il prévoit pour remédier au problème ? D'abord, je dirais la mesure la plus importante dont il a parlé assez souvent, est celle de redonner au pays sa capacité de raffinage. Vous savez, le Nigeria, malgré le fait qu'il exporte 2 millions de barils de pétrole par jour, ça reste un pays qui doit importer la quasi-totalité de sa consommation de carburant. Et tout cela parce que les raffineries qui existent pourtant ne fonctionnent pas à capacité optimale. Et donc, c'est une des mesures clés. La deuxième partie, je dirais, de ce que promet le président Buhari est de revoir le système et la structure des institutions pour qu'il y ait plus d'efficacité, pour que l'État puisse accorder des contrats de façon plus simple et puis surtout accueillir des investisseurs étrangers qui sont très intéressés par ce marché, mais qui malheureusement, à cause du risque politique ou du risque économique, réchignent à investir pleinement comme ils le font ailleurs en Afrique de l'Ouest. Est-ce que justement les importants problèmes de sécurité connaît aujourd'hui le Nigeria en raison notamment de la secte islamiste Boko Haram, est-ce que tout cela influe, pèse sur cette crise ? Oui, en partie, je dirais que, vous savez, le président a été élu il y a eu beaucoup d'espoir autour de son élection parce que c'est un ancien général, c'est un homme qui a beaucoup parlé de sécurité pendant la campagne. Et donc, une de ses priorités sera de restaurer un semblant de sécurité dans le nord-est du pays. Mais je dirais que pour le moment, l'aspect sécuritaire n'a pas réellement influé. Vous parlez de l'enjeu du défi Boko Haram, de la menace Boko Haram. Cette menace en particulier n'a pas affecté le domaine énergétique. Par contre, il y a d'autres défis sécuritaires, ceux du Delta par exemple, où
beaucoup de groupes criminels existent, des groupes comme le groupe MEND, qui ont milité pour l'autonomie du Delta, et d'autres groupes de pirates et de criminels qui volent jusqu'à, vous savez, 400 000 barils par jour, ce qui est énorme pour un pays qui exporte 2 millions de barils par jour. Donc ce sont ces enjeux sécuritaires, plutôt que la menace Boko Haram, qui vont influer sur le domaine de l'énergie et du pétrole. Merci beaucoup Imad Mesdoua, merci d'avoir été notre invité, c'est la fin de ce focus.